Bonsoir à tous. J'aimerais bien remercier professeur Belkhadir et professeur Ben Maabed de m'avoir invité pour participer à ce colloque international. Et je tiens à remercier le laboratoire Boehringer de m'avoir donné cette occasion pour partager un cas clinique pour démontrer les bénéfices de l'empagliflozine chez nos patients diabétiques. Comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque, c'est une complication qui est fréquente, souvent asymptomatique chez nos patients diabétiques de type 2. Et l'association diabète-insuffisance cardiaque, elle réduit l'espérance de vie chez nos patients diabétiques de type 2. Et il faut savoir, vu qu'il y a des connexions cardio-rénale, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque, elle est associée à une augmentation de risque de l'incidence de la maladie rénale chronique avec une augmentation de la mortalité. Et la mortalité et l'apparition de la maladie rénale chronique ou la survenue de maladies rénales chroniques, elle est associée à une augmentation de la mortalité. Ici, on voit les patients diabétiques type 2 avec albuminurie et un débit de filtration glomérulaire qui est inférieur à 60 ml par minute. On aura une augmentation de la mortalité d'un pourcentage de 47%. Et depuis la publication de l'étude EMPA-REG Outcome, qui est le premier essai qui a démontré des bénéfices sur le plan cardiaque, chez les patients diabétiques type 2 en prévention secondaire, il y avait avec cette étude une réduction significative de risque des 3 points de MACE, à savoir l'AVC non fatal, la mortalité cardiovasculaire et l'EDM non fatal, une réduction significative de la mortalité cardiovasculaire de 38% et une réduction de l'insuffisance cardiaque de 35%, de la mortalité toute cause de 32% et de critères de jugement rénal de 39%. Et donc, depuis 2016, il y avait un nouveau paradigme dans la prise en charge de nos patients diabétiques type 2. Et donc, on est passé d'une approche glycocentrique vers une approche centrée sur le patient en prenant en considération le statut cardiovasculaire et le statut rénal et probablement dans les années à venir, le statut hépatique. À travers ce cas clinique, nous allons discuter des bénéfices de l'empagliflozine chez nos patients diabétiques. Il s'agit d'une patiente âgée de 63 ans qui est suivie en cardiologie pour une cardiopathie ischémique compliquée d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection à 34%, qui est contrôlée sous traitement basique avec diurétique. Notre patiente, elle est diabétique de type 2 depuis 15 ans, son metformine de grammes par jour, avec 2 profils 30, 28 unités le matin et 26 unités avant le dîner. Elle a un IMC à 28 kg par mètre carré, un tour de taille à 96 cm et elle rapporte une prise de poids sous insuline avec une tension artérielle à 120 sur 70. La rétinopathie, elle a une rétinopathie diabétique lasérisée. Son hémoglobine glyquée, elle est à 8,9%. Son taux de LDL, il est aux objectifs. Et elle a un débit de filtration glomérulaire à 53 ml par minute avec un rapport albuminurie sur créatinurie qui est à 350 mg par gramme. Donc, en analysant cette patiente, il s'agit d'une jeune patiente avec comme facteur de risque cardiovasculaire l'hypertension artérielle, la ménopause, l'obésité androïde. C'est une patiente qui est en prévention secondaire, donc elle est à très haut risque cardiovasculaire, avec comme complication de sa cardiopathie ischémique une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Son diabète, il est ancien, il est compliqué de rétinopathie diabétique avec une maladie rénale chronique au stade de protéinurie et d'insuffisance rénale modérée. Et c'est une patiente qui est sous 2 profils 30 avec notion de prise de poids sous insuline et son hémoglobine glyquée, elle n'est pas aux objectifs avec une hémoglobine glyquée à 8,9%. L'option thérapeutique
on va proposer pour notre patiente? Tout d'abord, vu l'insuffisance rénale, on va réduire la dose de metformine à 1 gramme par jour. Vu qu'on est devant une patiente qui a une insuffisance cardiaque, diabétique de type 2, avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, avec une maladie rénale chronique, nous proposons les inhibiteurs de SGLT2, vu les effets cardio et néphroprotecteurs, en plus des effets sur le contrôle glycémique. Et vu la notion de prise de poids de profil 30, nous proposons de switcher vers une insuline basale et par la suite proposer, pourquoi pas, un sevrage insulinique complet. Si on voit les recommandations de l'ADA 2023, chez les patients diabétiques type 2 avec insuffisance cardiaque, que ce soit à fraction d'éjection réduite ou conservée, là, il propose clairement, il recommande clairement les inhibiteurs de SGLT2 chez ces patients. Ceci indépendamment des taux de l'hémoglobine glyquée. Ici, on voit les recommandations de la Société européenne de cardiologie publiées en 2021. Les patients diabétiques avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, ils proposent les inhibiteurs de SGLT2 pour réduire le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et pour réduire la mortalité cardiovasculaire. Et donc, on va se poser la question suivante, pourquoi ce privilège dans les dernières recommandations? Si on voit cette méta-analyse qui a inclus plus de 70 000 patients diabétiques au pain avec insuffisance rénale ou insuffisance cardiaque ou insuffisance cardiaque, ils ont comparé les effets des inhibiteurs de SGLT2 versus les agonistes de GLP1 versus les inhibiteurs de la DPP4 en ce qui concerne le risque d'insuffisance cardiaque. Et là, dans cette méta-analyse, il y avait une réduction de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque avec les inhibiteurs de SGLT2 de 31% chez les patients qui sont sous inhibiteurs de SGLT2. Et donc, dans l'insuffisance cardiaque, il y a une supériorité des inhibiteurs de SGLT2 versus les agonistes de GLP1 et les inhibiteurs de la DPP4 en ce qui concerne la réduction des risques de l'insuffisance cardiaque. Si on voit les différentes études de sécurité cardiovasculaire, l'Ampareg avec l'empagliflozine, Canvas avec la canagliflozine, Declartimi avec la dapagliflozine et Vertus avec l'ertugliflozine, il existe systématiquement une réduction des risques d'insuffisance cardiaque. Mais il faut savoir que dans ces études de sécurité cardiovasculaire, une minorité du patient, 10 à 20%, avait l'insuffisance cardiaque. Et là, il y avait des études qui ont été focalisées sur des patients qui avaient une insuffisance cardiaque avec ou non associée ou pas au diabète sucré. Et maintenant, on va voir l'Emperor Reduce, qui est un essai randomisé contrôlé versus placebo et qui a inclus des patients avec insuffisance cardiaque symptomatique et avec une fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire inférieure à 40%. Et dans les critères d'inclusion, il y avait des critères stricts pour choisir les patients, notamment en ce qui concerne la fraction d'éjection et le taux de pro-BNP. Cet essai, il a inclus 3730 patients diabétiques type 2 ou non diabétiques, puisque à peu près 50% des patients étaient diabétiques avec insuffisance cardiaque, comme j'ai dit, symptomatique. Et cette étude, elle a inclus les patients les plus graves en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque. Après une médiane de suivi de 16 mois, il y avait deux groupes. Un groupe de patients qui étaient sous empagliflozine, 10 mg par jour, associé au traitement médical recommandé pour l'insuffisance cardiaque, versus un groupe qui était placebo. Dans cette étude, il y avait le critère de jugement principal qui était l'hospitalisation pour
insuffisance cardiaque, pour aggravation d'insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire. Et les critères de jugement secondaire étaient l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, premier épisode ou récidive, avec comme critère de jugement secondaire la diminution de débit de filtration glomérulaire. Dans cet essai, l'Amper Reduce, 50% des patients étaient diabétiques. La fraction d'éjection moyenne était de 27%. Les patients étaient pour la quasi-totalité symptomatique avec une dyspnée classée stade 2 jusqu'à 4. Et l'hémoglobine glyquée moyenne chez les patients diabétiques était de 7,4% et les débits de filtration glomérulaire chez les patients diabétiques ou les patients non diabétiques, il était en moyenne de 61,4 ml par minute. Dans cet essai randomisé contrôlé, pour le critère de jugement principal, à savoir le décès cardiovasculaire et l'hospitalisation pour aggravation d'insuffisance cardiaque, il y avait une réduction significative, une réduction de 25% des critères de jugement principal. Il faut savoir que cet effet, il est très précoce, il est observé dès la deuxième semaine de traitement. Vous voyez ici que les courbes rapidement se séparent, ce qui plaide en faveur d'un mécanisme hémodynamique qui est en faveur de cette réduction de l'insuffisance cardiaque. Et un autre point très important, c'est le nombre de patients à traiter pour éviter ce risque. Il est de 19 et c'est un nombre qui est minime. Pour le critère de jugement secondaire, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, premier épisode ou récidive, il y avait une réduction significative de 30% de ce critère de jugement secondaire. Cet effet cardioprotecteur, il est indépendant des contrôles glycémiques, puisque la baisse du critère de jugement principal était observée chez les patients diabétiques et également chez les patients non diabétiques. Qu'en est-il des études de vraie vie? Puisque les études de vraie vie, c'est les études qui incluent les patients de notre pratique quotidienne. En fait, la réduction de l'hospitalisation de l'insuffisance cardiaque a été démontrée dans l'Emprise Study, qui a inclus 16 400 patients, dont 25% avaient une maladie cardiovasculaire. Et dans cette étude de vraie vie, il y avait une réduction significative du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque avec une réduction de 50%. Donc, comment expliquer cet effet cardioprotecteur? En fait, il y a plusieurs mécanismes qui expliquent cette cardioprotection. Tout d'abord, les effets hémodynamiques. Vous savez très bien que les inhibiteurs de SGLT2 agissent au niveau des tubes contournés proximaux sur le cotransporteur sodium-glycose. Donc, en inhibant ce cotransporteur, on aura une URS osmotique avec une augmentation de la natriurése. Et donc, on aurait une réduction de la pré- et post-charge avec une amélioration de la fonction endothéliale et une diminution de la rigidité artérielle. En plus de ces effets hémodynamiques, les inhibiteurs de SGLT2 exercent des effets directs sur le myocarde en réduisant le stress oxydatif, en réduisant l'inflammation et bien sûr en augmentant la synthèse des corps cétoniques qui représente un substrat bioénergétique préférentiel pour la contractilité myocardique. En plus, il y a d'autres mécanismes qui sont impliqués, notamment l'amélioration des autres facteurs de risque, à savoir la diminution de la pression artérielle, la perte de poids, puisqu'on aura des pertes caloriques avec la glycosurie, une diminution de l'acide urique et une diminution de la microalbuminurie, sans oublier les effets endocriniens en rapport avec l'amélioration de la fonction des cellules bêta-pancréatiques, une diminution de l'insulinorésistance, une augmentation de glycagon qui a un effet inotrope positif et une diminution des tonus sympathiques.
Et donc, cet effet cardioprotecteur, il est expliqué par plusieurs mécanismes. Le deuxième critère en faveur de l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2 chez notre patiente, c'est la maladie rénale chronique. Ici, on voit les dernières recommandations de l'ADA 2023. Chez les patients avec maladie rénale chronique, bien sûr, ils sont sous dose maximale bien tolérée des IEC ou des ARA2. Là, il est recommandé de prescrire les inhibiteurs de SGLT2 qui ont démontré des bénéfices sur la progression de la maladie rénale chronique. Ici, on voit les recommandations de l'ADA KDIGO publiées en 2022 chez les patients avec maladie rénale chronique et propose en première intention les inhibiteurs de SGLT2 et ce traitement doit être continué jusqu'à la mise en dialyse ou jusqu'à la transplantation rénale. Et pour la metformine, c'est un traitement qui est recommandé tant que le débit de filtration glomérulaire il est supérieur ou égal à 30. Et s'il y a la nécessité d'intensifier le traitement, il propose d'intensifier par un agoniste de GLP-1 qui a démontré également des bénéfices sur l'évolution de la protéinurie. Et donc, chez les patients diabétiques type 2 avec maladie rénale chronique, on va privilégier les inhibiteurs de SGLT2. Bien sûr, ces patients doivent être sous IEC ou ARA2 à dose maximale bien tolérée. Et s'il y a une contre-indication ou mauvaise tolérance des inhibiteurs de SGLT2 ou une nécessité d'intensification, on va proposer les agonistes de GLP-1. Si on voit les résultats des études de sécurité cardiovasculaire et en analysant les critères rénaux, il existe systématiquement une réduction significative de critères rénaux, à savoir le doublement de créatinine, le décès d'origine rénale et l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale ou le décès d'origine rénale. Ici, on s'intéresse aux études à visée rénale, notamment Crédence, la DAPA-Kidney et l'AMPA-Kidney, qui étaient menées chez 6600 patients avec ou sans diabète de type 2, qui étaient sous bloqueur de système rénine-angiotensine, avec un débit de filtration glomérulaire moyen de 37 ml par minute, et des patients qui sont inclus avec des débits de filtration glomérulaire variant de 20 à 99 ml associés ou non à une albuminurie. Dans cette étude, dans les différentes études à visée rénale, il y avait une réduction significative de critères de jugement rénal, à savoir le doublement du taux de créatinine, la mise en dialyse ou la survenue de l'insuffisance rénale et le décès d'origine rénale. Si on voit les résultats de l'AMPA-Kidney, ici on analyse l'effet de l'empagliflozine sur le critère de jugement principal en fonction des différents sous-groupes. On va voir que cet effet néphroprotecteur il est observé chez les patients diabétiques, mais également chez les patients non diabétiques. Chez les patients avec quel que soit le débit de filtration glomérulaire, il y a des bénéfices sur le plan rénal, mais si on prend les différents patients et on les classe en fonction du taux de l'albuminurie, on va voir que la réduction de critères de jugement principal, à savoir la progression de la maladie rénale ou le décès cardiovasculaire et rénal, on va constater que le bénéfice et la réduction significative a été observée chez les patients avec une protéinurie positive ou un taux d'albuminurie qui dépasse 300 mg par gramme de créatine. Qu'en est-il de l'évolution de débit de filtration glomérulaire? Dans l'étude en AMPA-Kidney, il y avait une évolution biphasique avec une baisse transitoire de débit de filtration glomérulaire qui est expliquée par l'action hémodynamique, puis on a une stabilisation avec ralentissement
de la progression de l'insuffisance rénale. Et donc, un message très important qu'il faut signaler, il faut éviter de contrôler la fonction rénale juste après l'initiation de traitement et de retarder le contrôle à 4-6 mois après l'initiation de traitement. Comment expliquer cet effet néphroprotecteur? Comment expliquer cet effet néphroprotecteur? En fait, les inhibiteurs de SGLT2, ils agissent sur le SGLT2, qui est un cotransporteur sodium-glycose, et donc on aura une augmentation de la natriurése. Et cette augmentation de la natriurése au niveau de la macula densa va entraîner une restauration de feedback tibulo-glomérulaire avec une constriction de l'artériole afférente et une dilatation de l'artériole efférente. Et donc, on aurait une diminution de la pression intraglomérulaire avec un soulagement rénal. En plus, les inhibiteurs de SGLT2 favorisent la synthèse des corps cétoniques qui représentent un substrat bioénergétique préférentiel pour le rein. Et donc, on aura une augmentation de la consommation d'oxygène avec une diminution des phénomènes inflammatoires, une diminution de stress oxydatif et un effet antifibrosant, sans oublier bien sûr les effets sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Qu'en est-il du sevrage insulinique chez les patients avec maladie rénale chronique? Notre patiente, elle était sur 2 profils 30 avec notion de prise de poids. Et donc, vu les bénéfices des nouvelles thérapeutiques, notamment les inhibiteurs de SGLT2, on a fait un sevrage partiel au profit de l'instauration des inhibiteurs de SGLT2, puisque cette classe thérapeutique, elle a démontré plusieurs bénéfices chez les patients avec maladie rénale chronique, à savoir la perte de poids, la natriurése, une diminution de la protéinurie, un ralentissement de la progression de la maladie rénale chronique et un faible risque hypoglycémique. Qu'en est-il de la tolérance des inhibiteurs de SGLT2? Dans cette méta-analyse publiée récemment en 2023 et qui a inclus 76 000 patients, l'effet secondaire les plus fréquemment rapportés avec l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2, c'est l'augmentation des risques d'infection génitale. Mais ce risque, cette infection, elle est classique et elle répond très bien au traitement classique, au traitement antimycosique. Le deuxième effet secondaire qui est rapporté, c'est la déplétion volumique, d'où l'intérêt d'insister sur une bonne hydratation lors de l'initiation de traitement par inhibiteur de SGLT2. Et pour les autres effets secondaires, il n'y avait pas une augmentation significative de risque de fracture, de même pour le risque d'amputation, de même pour le risque d'infection urinaire. On note une légère augmentation de risque de décompensation céto-acidosique. Et donc, en pratique, le profil patient diabétique candidat aux inhibiteurs de SGLT2, ce sont les patients diabétiques type 2 avec insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique liée au diabète, les patients avec une maladie cardiovasculaire d'origine athéromateuse ou à risque cardiovasculaire, et bien sûr, les patients qui sont en prévention primaire avec plusieurs facteurs de risque, à savoir l'obésité, l'hypertension artérielle, l'hyperuricémie et bien sûr les patients qui préfèrent la voie orale avec la peur des injections. Et c'est un traitement qui doit être évité chez les patients avec antécédents d'amputation ou d'artériopathie oblitérante sévère du membre inférieur, les patients avec décompensation cétoacidosique récidivante et bien sûr les patients qui ont une ostéoporose avec un risque fracturaire qui est augmenté. Qu'en est-il de l'utilisation pratique des inhibiteurs de SGLT2? Ce sont des comprimés en prise unique qui peuvent être prises soit au moment où on dort du repas, et bien sûr, chez les patients qui sont sous insuline ou sous sulfamide, il va falloir ajuster les doses lors de l'initiation de traitement
et éventuellement réduire les doses de diurétiques vu le risque de déplétion hypovolimique, mais bien sûr en concertation avec le cardiologue et le néphrologue. Et avec l'initiation de ces traitements, il faut insister sur une bonne éducation thérapeutique du patient, avec une bonne hydratation, en concertation avec le cardiologue et le néphrologue, une bonne hygiène intime. On doit faire attention au risque de décompensation cétoacidosique euglycémique, de l'intérêt de bien éduquer nos patients diabétiques sur la nécessité de checker la cétonurie, même si que la glycémie elle est correcte en cas de symptomatologie digestive. Et s'il y a des signes inflammatoires en regard de la région périnéale, il faut expliquer aux patients d'arrêter le traitement à la crainte d'évolution vers la gangrène de Fournier. Et bien sûr, il faut arrêter de façon transitoire les inhibiteurs de SGLT2 durant les situations qui peuvent exposer le patient à un risque de déshydratation en cas de vomissement, de diarrhée et durant la période péro-opératoire pour éviter le risque de la décompensation cétoacidosique. Et pour conclure, les inhibiteurs de SGLT2, ils ont des bénéfices qui dépassent largement les risques et ces bénéfices, en plus du contrôle glycémique avec un faible risque d'hypoglycémie, on a la perte de poids, la réduction des chiffres tensionnels, une diminution de l'acide urique, une diminution de risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, une diminution des risques des événements cardiovasculaires et de la mortalité cardiovasculaire avec l'empagliflozine, avec l'amélioration des paramètres rénaux et bien sûr sans oublier la facilité de l'utilisation puisque ce sont des comprimés qui sont utilisés soit au moment ou en dehors des repos. Et un message très important, il faut toujours individualiser les objectifs et les traitements en fonction du profil patient, sans oublier la prise en charge des facteurs de risque associés et il faut bien insister sur l'éducation thérapeutique du patient qui occupe une place très importante dans la prise en charge de nos patients diabétiques malgré toutes les innovations thérapeutiques. Et je vous remercie et je suis là pour vos questions. Merci.